10 mai 1940, forêt des Ardennes. Des soldats français étrangement pris au dépourvu vont être les victimes de la première offensive blindée d'envergure de l'histoire. En 6 semaines, les Allemands vont percer à Sedan et atteindre la Manche. Piégés en Belgique, les meilleures troupes franco-britanniques vont être rejetées sur Dunkerque, où une partie va rembarquer dans un indescriptible chaos. Ça va coûter très cher à l'armée française. Ça nous coûte la défaite. À la fin de cette campagne, près de 2 millions de Français seront faits prisonniers. Très vite, le mythe d'une armée allemande invincible, avançant au rythme d'une guerre éclair implacable, se fait jour. Les soldats français auraient été surclassés dans tous les domaines. La réalité est pourtant bien différente. Ils n'ont pas le matériel topographique nécessaire pour préparer le terrain, ils n'ont pas les canons anti-chars nécessaires pour recevoir une division de blindés allemande. Ils en ont 12 au lieu de 48. Ils n'avaient pas ce qu'il fallait pour recevoir une division Panzer face à eux. Et si le Blitzkrieg, la guerre éclair, n'avait été qu'une invention après coup de la propagande allemande? Si les soldats français avaient été abandonnés à leur sort? S'ils avaient été tout simplement trahis? Journaliste et historien, j'ai voulu connaître les véritables raisons de cette défaite. J'ai récolté des témoignages et d'incroyables indices. Dès le 30 avril, nous recevons un télégramme très clair. L'Allemagne attaquera entre le 8 et le 10 mai. Stop. Axe principal d'effort, Sedan. Stop. J'ai traversé le temps. Des passionnés d'histoire vivante ont reconstitué pour moi la violence des combats. Avec eux, grâce à eux, j'ai pris conscience des innombrables erreurs commises par l'état-major français. Dans les Ardennes et la région de Sedan, là où tout s'est joué, j'ai marché sur les traces de soldats français qui se sont battus comme des lions. J'ai revécu un drame longtemps passé sous silence, la bataille de France de 1940. 1er septembre 1939, 4h45 du matin. Les troupes allemandes envahissent la Pologne. France et Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne 2 jours plus tard. La France, qui a signé un pacte d'assistance mutuelle avec le gouvernement de son allié polonais, est censée intervenir. En vertu des accords d'assistance mutuelle entre les deux pays, la France devrait attaquer, or le général Gamelin, grand chef des armées françaises, va se contenter de lancer une petite intrusion de 9 divisions dans le sud de l'Allemagne. Cette offensive avance de 10 petits kilomètres en territoire ennemi. Cette incursion malhabile prouve déjà que la stratégie française, axée sur la défensive, est inadaptée. Contrairement à ce que l'on pense souvent, la campagne de Pologne n'a pas été une balade de santé pour l'armée allemande. La moitié des chars et des véhicules à moteur a été mise hors de combat. Attaquées sur 2 fronts, les troupes polonaises se sont courageusement battues. À la fin du mois de septembre 1939, après la défaite polonaise, les Français se retirent du sud de l'Allemagne. Une occasion a peut-être été ratée. Les Français, rejoints par les 275 000 hommes du corps expéditionnaire britannique, s'installent le long de la frontière belge. La drôle de guerre débute. Tous espèrent que le blocus maritime, censé empêcher l'approvisionnement du Reich, provoquera son effondrement. Mais cet espoir est illusoire. Les grands groupes industriels nazis profitent des investissements des banques américaines depuis plusieurs années. Les usines, d'armement notamment, fonctionnent à plein régime et l'URSS livre des centaines de milliers de tonnes d'aliments et de matières premières au Reich, qui importe massivement du fer de Norvège et du pétrole de Roumanie. À quelques mois de l'offensive allemande, en France, tout le monde est persuadé que l'armée française est la meilleure du monde. Paul Reynaud, alors président du Conseil, déclare même « Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts ». Et c'est vrai que l'armée française et son allié britannique possèdent des atouts indéniables sur un adversaire dont les moyens sont souvent surestimés par le renseignement militaire français, aussi appelé deuxième bureau. Les forces franco-britanniques comptent 119 divisions d'infanterie contre 135, 12 000 pièces d'artillerie
contre 7 378. 3 664 chars contre 2 439. 4 247 bombardiers, 1 263 chasseurs contre 2 589 appareils. La Wehrmacht ne surclasse donc pas son adversaire franco-britannique. Sa puissance mécanique aurait-elle été exagérée? Sylvain Ferreira est écrivain, spécialiste d'histoire militaire. Quel est l'état des forces en présence au mois de mai 1940? Alors du côté allemand, la Wehrmacht fait bien évidemment figure, comme on dirait dans le sport, de favorite, mais c'est une image d'Épinal. Sur les 139 divisions que les Allemands vont aligner, il n'y a que 10 divisions Panzer ou divisions motorisées qui sont composées de chars moyens ou légers. Les Panzer I ou les Panzer II sont plutôt des engins chenillés que des véritables chars. Une partie de l'infanterie est composée bien évidemment d'éléments d'actifs, mais comme l'armée française, l'armée allemande reste une armée qui marche à pied et qui est hippomobile pour tracter son artillerie, sa DCA, ses moyens anti-chars. Et donc elle progresse comme progressait l'armée allemande et l'armée française 20 ans plus tôt pendant la Première Guerre mondiale. Et du côté français? Alors du côté français, nos chars B1 bis, nos chars lourds, nos chars SOMUA sont sur le plan technique bien meilleurs que les chars allemands moyens. Dans tous les domaines, ils sont surclassés. Hein, les Panzer III ou les Panzer IV ne peuvent pas faire face au B1 bis ou au SOMUA qui peut les percer avec son canon de 47 sans aucune difficulté. La difficulté pour l'armée française, c'est la technique d'emploi des chars qui est réservée à l'appui d'infanterie, à la conquête d'objectifs fixes. Donc l'armée française ne bénéficie pas d'une organisation et d'une articulation aussi souple que celle des Panzer Divisions et ne peut pas essayer de passer à l'offensive aussi facilement que les Allemands. Finalement, la doctrine française est plus liée à une vision très défensive. Oui, la France a construit la ligne Maginot dans cet état d'esprit de protéger ses frontières et puis donc de pouvoir éventuellement contre-attaquer. Ministre de la guerre dans le gouvernement Tardieu, André Maginot était parvenu à obtenir des parlementaires le vote d'un crédit magistral de 3,3 milliards de francs, 1,5 milliard d'euros, 5,5% de la totalité des dépenses militaires annuelles pour la construction d'une ligne de fortification le long des frontières de la France. Le chantier, débuté en 1930, va employer 20 000 ouvriers. Le dispositif défensif débute sur les bords de la Méditerranée, au-dessus de Menton, et se poursuit jusqu'à la frontière belge, le long de laquelle ne sont construits que quelques ouvrages fortifiés beaucoup plus petits. Les plus gros couvrent 140 km sur la frontière du nord-est. La ligne de fortification se termine donc au niveau de Sedan, avec l'ouvrage de la Ferté-sur-Chière. David Armand est bénévole à l'ouvrage de la Ferté, qu'il connaît dans ses moindres recoins. David, quel est le type de cet ouvrage à la Verté? Bien ici, tu vois, on a un ouvrage d'infanterie, ce qu'on appelle une catégorie 4 dans la terminologie Maginot. Il est composé de 2 blocs à cheval sur une crête et en fait son but est d'empêcher toute pénétration ennemie dans la vallée de la petite rivière qui coule juste en dessous et que l'on appelle la Chière. Et quels sont les effectifs à l'intérieur de cet ouvrage? Ici, on a une garnison de 105 soldats. 2 officiers, 13 sous-officiers et 90 hommes de troupes forment l'ensemble de la garnison. Le tout, cet ensemble, est commandé par le lieutenant Maurice Bourguignon. Et comment ces 2 ouvrages s'organisent-ils dans l'espace? Eh bien ici, en fait, on a 2 blocs d'infanterie. Le bloc 2, qui est donc sur la crête, ce qu'on appelle la Croix de Villy, un puits de une grosse vingtaine de mètres vous fait descendre à une galerie de liaison qui vous permet de ressortir par le bloc 1 qui se trouve juste derrière nous. Et comment les hommes vivent-ils dans cet ouvrage? Eh bien, le mieux, je pense, c'est de te le faire découvrir, Serge. Allons-y. J'adore, moi, découvrir les endroits secrets comme ça. C'est quand même très profond, en fait. Ici, la profondeur de la galerie se situe à environ 19 mètres. On a, ça descend d'une traite, on n'a aucun niveau intermédiaire.
Vous n'avez pas installé d'ascenseur. Aucun ascenseur n'avait été prévu, faute de crédit. On avait par contre installé tout ce qui était les petits éléments, ainsi 6 portes, tout le système électrique, la plateforme pour le monte-charge a été prévu, mais faute de crédit, ces monte-charges ne seront jamais installés. Voilà, ici on se trouve dans une chambrée dite de troupe. Alors on a 14 lits sur 2 niveaux. C'est assez rustique et sommaire, mais il faut bien imaginer que ce sont quand même des gens ruraux qui sont ici. Donc ils s'acclimatent de conditions un peu plus précaires que... D'ailleurs, on voit bien qu'on a très peu de place. Oui, c'est très exigu. Hein. Oui, surtout au niveau de la promiscuité, on est quand même un peu les uns sur les autres. On voit d'ailleurs les petits isoloirs là qui n'isolent pas de grand-chose. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'intimité pour ces hommes qui vivent ici? Non, chacun a son lit quand même. Ouais, on est tous les uns sur les autres. C'est un peu à la bonne franquette, la bonne camaraderie. Et en fait, ces sommiers étaient dotés de paillasses. Ensuite, chacun ramenait ce qu'on appelle un sac à viande, c'est-à-dire un sac en toile qui permettait de dormir individuellement. Et également, le roulement se créait sur 3 quarts, c'est-à-dire qu'on avait toujours 2 lits d'occupés et un soldat à son poste de combat. C'est d'ailleurs un principe qui est copié sur la marine. Et en termes d'hygiène, les hommes vivent dans cet espace clos. Qu'est-ce qui est prévu? Alors c'est vraiment très sommaire, mais le mieux, c'est quand même que je te montre. Donc voilà, ça c'est le seul point d'hygiène pour le bloc 1. La Ferté dans sa conception n'a jamais été voulue comme un ouvrage d'infanterie au début du moins. On a eu un ensemble de casemates et tout ce qui est galerie et autres a été rajouté ensuite sur les plans. Donc on a été obligé d'adapter certaines solutions. Mais ça oblige les hommes à vivre dans des conditions d'existence qu'on pourrait qualifier de rudimentaires. Oui, précaires, oui. D'ailleurs, il y a un syndrome qui se crée lorsque tu es quand tu te trouves trop longtemps à l'intérieur d'un ouvrage, c'est ce qu'on appelle la bétonite. C'est-à-dire que le manque d'exposition au soleil te fait baisser tes facultés mentales et intellectuelles d'environ 25%. D'ailleurs, c'est énorme, 25%. L'enfermement peut amener certains à déprimer complètement. Persuadée d'être à l'abri derrière la ligne Maginot, l'armée française est sur la défensive. Ce seul terme en dit long sur les intentions des stratèges français. Le général Gamelin est convaincu que les Ardennes sont infranchissables. Il a établi un plan, le plan d'Il-Breda. Persuadé que l'assaut allemand, comme en 1914, passera par les plaines de Belgique, le général Gamelin s'apprête à expédier le corps expéditionnaire britannique et 2 armées françaises, la 1e et la 9e, à la rencontre du corps de bataille ennemi pour le stopper au niveau de la rivière Dyle, au nord-est de Bruxelles. La 7e armée devra rejoindre les faubourgs de Breda. La 2e armée, commandée par le général Hutzinger, défendra le secteur de Sedan. Sylvain, est-ce que le plan du général Gamelin fait l'unanimité? Alors le plan du général Gamelin ne fait absolument pas l'unanimité parce que le général Gamelin a une personnalité extrêmement forte. Il va décider d'imposer ses vues à l'ensemble des subordonnés qui sont sous sa responsabilité et il ne va accepter de leur part aucune amélioration, aucune critique constructive, aucune remarque, et ce, tout au long des années qui amènent jusqu'à la guerre. Et lorsque la guerre éclate, la situation va encore s'envenimer un peu plus avec son subordonné direct, le général Georges, qui commande le front nord-est, avec lequel il ne s'entend absolument pas. Et on peut dire que ça va jouer dans la campagne de France, cette mésentente entre les 2 hommes, parce qu'il n'y aura finalement aucune communication entre eux. Pour vaincre, les Allemands qui savent qu'ils n'ont pas les moyens matériels de mener une guerre longue doivent frapper vite et fort. Hitler veut attaquer dès le mois de novembre 1939, mais son état-major l'en dissuade. L'offensive est reportée à l'année 1940. Les stratèges du Reich auront ainsi le temps de peaufiner un plan d'invasion qui a été modifié à plusieurs reprises
consistant à attaquer à l'endroit censé être le plus inattendu. Établi par von Manstein, le plan jaune consiste en une attaque coordonnée du groupe d'armée B sur les Pays-Bas et la Belgique, afin d'y attirer les troupes franco-britanniques avant de lancer le groupe d'armée A, concentrant les 2/3 des blindés allemands dans la région des Ardennes. Le but des Panzers, percer à Sedan et atteindre la Manche pour prendre au piège les forces de l'ennemi. La manœuvre est délicate, car la défense sur la Meuse pourrait stopper l'offensive et la progression vers la Manche se fera en exposant le flanc gauche de l'avancée des blindés allemands. Malgré quelques réticences au sein de l'état-major nazi, l'attaque à travers le massif de l'Ardenne reste le seul choix stratégique envisagé pour vaincre. Et aussi fou que cela puisse paraître, les Français avaient envisagé ce scénario depuis bien longtemps. Jean-Gabriel Arter est historien et spécialiste de la campagne de France. Bonjour Jean-Gabriel. Bonjour Serge. Ravi de te retrouver. De même. Est-ce que les stratèges de l'état-major français n'avaient pas anticipé le fait que les Allemands pouvaient attaquer par les Ardennes? Si, bien sûr que si. En 1932 pour la première fois et surtout sur l'année 33 puisque on organise un exercice qui va s'appeler Hiver 33-34 et qui prévoit une offensive allemande en force avec une division blindée dans le secteur de Sedan et qui conclut qu'une fois passé la Meuse, il n'y aurait plus d'obstacles qui empêcheraient le développement d'une division blindée allemande, un terrain ouvert que sont la suite des Ardennes. Malgré cette première expérience, le 8 avril 1940, le général Hutzinger, commandant de la 2e armée affectée au secteur de Sedan, déclare qu'il n'y a aucune mesure urgente à prendre pour le renforcement du secteur de Sedan. Un autre exercice, organisé quelques semaines avant l'offensive allemande, montre que les militaires français ont fait preuve d'une certaine négligence. Est-ce qu'il y a eu d'autres exercices de ce type-là après 1938 et puis avant l'offensive qu'on peut qualifier de fatidique? Oui, en 1940, en avril 1940, à un mois, même pas un mois, de l'offensive allemande. Le général Hutzinger, qui commande la 2e armée, qui est donc dans le secteur de Sedan, doit prévoir une série de possibilités de rupture allemandes dans son secteur. Et le général Bourguignon, qui commande les chars du secteur, va lui prendre des hypothèses d'intervention des chars pour contrer une brèche allemande. L'un des exercices prévoit donc la brèche à Sedan. Ici, en 2 temps, il a lieu donc d'abord le 10 et 11 avril. L'exercice prévoit qu'une division blindée allemande réussisse à percer à Sedan et que les 2 divisions d'infanterie françaises qui tiennent le secteur, la 55e et la 71e division d'infanterie, soient capables de mettre en place des bouchons anti-chars qui seraient capables de disloquer, c'est le terme des documents d'époque, de disloquer l'offensive blindée allemande. Le 2e temps de l'exercice a lieu le 23 avril et prévoit que des chars français d'une division cuirassée de réserve, donc notamment des chars lourds B1-10, soient aptes à contre-attaquer, supportés par 2 bataillons de chars Renault R-35 et par 2 régiments d'infanterie, et de repousser à la Meuse une division blindée allemande. Et ça signifie donc que les Français sont prévenus, ou moins, en tout cas, ils sont prêts. Non, ils ne sont pas prêts du tout, parce qu'ils préparent l'exercice avec peu de moyens. L'exercice, c'est une mascarade. La documentation pour préparer l'exercice se limite à quelques traductions, des extraits de Achtung Panzer de Guderian, donc c'est des textes qui sont théoriques et qui sont un petit peu anciens déjà, des rapports de renseignement qui datent de 37 et 38, qui sont totalement désuets, quelques retours de la Pologne, mais qui sont insuffisants, et ça. Voilà, un Science et Vie de janvier 40, c'est le document le plus précis, je pense qu'ils aient sous la main à ce moment-là. Incroyable. Et c'est clairement insuffisant. Il y a une méconnaissance de l'armée allemande qui est profonde. On estime que l'aviation française est apte à enrayer l'action de l'aviation allemande. On sous-estime les moyens de franchissement de l'armée allemande. Donc non, l'exercice n'a pas grande valeur au final. Au mois de mai 1940, dans le secteur des Ardennes, l'ennemi concentre 320 appareils, essentiellement des Stuka et des Messerschmitt. En face, l'aviation française ne peut compter que sur 20 chasseurs.
Pourtant, le commandement français ne s'inquiète guère. Le 7 mai 1940, le général Hutzinger déclare encore qu'il ne croit pas que les Allemands aient jamais l'idée d'attaquer dans la région de Sedan. Pourtant, de nombreux renseignements montrent le contraire. Des renseignements concordants auraient annoncé l'état-major français une attaque imminente des Allemands. Alors c'est pas aurait annoncé, Serge, c'est ont annoncé très clairement. L'attaché militaire français, le capitaine Dunant au 2e bureau, a envoyé un télégramme très clair, je vais te le lire parce que ça vaut le détour, pour préciser ce qui allait se passer. Dès le 30 avril, nous recevons à Berne, d'une source parfaitement autorisée et de première main, le renseignement suivant. L'Allemagne attaquera entre le 8 et le 10 mai. Stop. Axe principal d'effort, Sedan. Stop. Occupation prévue de la Hollande, de la Belgique et du nord de la France en 10 jours. Stop. Occupation totale de la France en 1 mois. Ça signifie donc que l'état-major était prévenu. Tout à fait. L'état-major était prévenu et contrairement à ce qu'on a pu dire pendant très longtemps, les services de renseignement militaires français ont fait leur travail pendant toute la drôle de guerre. Le 7 mai, à Paris, 3 jours avant l'offensive, dans la salle de conférence du Luxembourg, le sénateur Pierre Laval lui-même, futur membre du gouvernement de Vichy, parle de l'imminence de l'attaque allemande. Comment le sait-il? Difficile à affirmer. Encore plus fou, le 8 mai, l'ambassadeur français au Vatican, Charles Roux, transmet à Paris le renseignement suivant. Avant la fin de la semaine, les forces du Reich envahiront la Belgique, la Hollande et peut-être la Suisse. L'invasion de la Suisse n'est qu'hypothétique, mais les autres sont annoncés de sources sûres. Les fuites sont si nombreuses qu'à Berlin, depuis plusieurs jours déjà, les autorités du Reich s'inquiètent. En France, pourtant, personne ne semble s'affoler. Et pour cause, le chef du gouvernement, Paul Reynaud, a d'autres problèmes. Le 9 mai 1940, il a tenté de limoger Gamelin, commandant en chef des forces alliées. Confronté, encore une fois, à l'opposition d'Édouard Daladier, alors ministre de la Guerre, soumis aux pressions d'un entourage composé pour une large part de pacifistes, Paul Reynaud menace de démissionner. Le 9 mai 1940 au soir, à la veille de l'offensive allemande, la confusion règne. L'armée n'est même pas en état d'alerte. Suspendues le 14 avril, les permissions ont été rétablies le 26 avril. Le 9 mai, à l'état-major de l'armée à Vincennes, le commandant Baril des services de renseignement français suggère au général Louis Colson, futur secrétaire d'État à la guerre du gouvernement de Vichy, de rappeler les permissionnaires. Le général lui répond « Rappeler les permissionnaires? Pourquoi faire? Ce n'est pas demain qu'ils auront à se battre, l'Allemagne se désagrège. » Mais l'Allemagne va vite montrer qu'elle est bien loin de se désagréger. Le lendemain, 10 mai 1940, la Wehrmacht entre aux Pays-Bas et en Belgique. Le groupe d'armée B, dirigé par le général von Bock, avance. L'armée belge résiste sur la Meuse et le canal Albert, tenu par le fort d'Eben-et-Maël, réputé imprenable. Dans la nuit du 9 au 10 mai, 2 commandos de parachutistes allemands prennent 2 ponts sur le canal Albert, qui est franchi aussitôt. À 4h25 du matin, ils atterrissent sur les superstructures du fort d'Eben-et-Maël. La surprise est totale. Les sections de pionniers allemands vont faire sauter les coupoles à l'aide d'un nouveau type d'explosif, des charges creuses. Après 36 heures de combat, la forteresse capitule. Nous sommes le 11 mai, à 11h30. Les Alliés pensaient que l'effort allemand serait contenu 5 à 6 jours. Malgré le courage de l'armée belge, ce ne sera pas le cas. Ces positions sont enfoncées dès le lendemain de l'offensive. L'armée allemande est lancée et très vite, elle commence à repousser devant elle des milliers de réfugiés. Il faudrait la stopper, et vite. Conformément au plan prévu par Gamelin,
les Alliés entrent en Belgique. Le 10 mai, au nord, la 7e armée, commandée par le général Giraud, qui devait rester en réserve, se dirige vers la Hollande en suivant la côte belge. Au sud, la 9e armée du général Corap doit elle aussi entrer immédiatement en Belgique pour s'établir sur la Meuse, près de Dinant. Au centre, le corps expéditionnaire britannique prend la direction de Bruxelles. La 1re armée prend la direction de Gembloux, précédée et couverte par un corps de cavalerie. Le 12 mai, les troupes françaises sont au contact de l'ennemi. Seul problème, les Allemands ont lancé la seconde partie de leur offensive à travers le massif de l'Ardenne, à l'articulation entre les 9e et 2e armées françaises. 5 divisions de Panzer viennent de traverser une forêt censée être impénétrable. Le 12, le général Guderian parvient au bord de la Meuse. Les chars allemands se rapprochent dangereusement de Sedan. C'est donc ici, dans le massif de l'Ardenne, que tout va se jouer. Si Sedan tombe, les Allemands caracoleront dans les plaines de France. La ville est un verrou stratégique. Dès le 10 mai, dans l'Ardenne belge, les chasseurs ardennais se sont battus pied à pied, montant des actions de retardement, parsemant la route d'obstacles et faisant sauter les ponts. Les forces allemandes mettent 2 jours, soit un de plus que prévu par leur état-major, pour traverser le massif. Mais cette action de retardement ne sera pas suffisante. Sur le versant français du massif, quelques maisons fortes vont tenter encore de ralentir l'avancée allemande. Peine perdue. À Saint-Menge, un groupe de 4 artilleurs, commandé par le lieutenant Boulanger, sert un canon anti-char de 25 mm. Ils tirent sur les panzers allemands qui surgissent sur le chemin et en mettent hors de combat plusieurs, avant de céder sous le nombre et la puissance de feu ennemi. À 14h30, ce 12 mai 1940, tout est fini. Aucun artilleur français n'en sortira vivant. Sur tout le front, la tactique de progression allemande est la même. Les blindés constituent le fer de lance de l'attaque, soutenu par les bombardements de l'aviation. Pendant qu'au sol, les chars transpercent rapidement les lignes adverses, créant ainsi une brèche dans laquelle s'engouffrent les unités d'infanterie, dans les airs, les appareils de la Luftwaffe empêchent l'ennemi de se réapprovisionner, de redéployer ses forces efficacement et d'envoyer des renforts. Les forces allemandes peuvent ainsi encercler les troupes ennemies et les contraindre à se rendre. Dès les 10 et 11 mai 1940, 1500 chasseurs et bombardiers allemands attaquent loin à l'intérieur des terres, en Belgique et en France. La Luftwaffe, l'armée de l'air allemande, noie les points stratégiques sous un tapis de bombes, n'hésitant pas à mitrailler les milliers de civils jetés sur les routes. Pour le général Hutzinger, commandant de la 2e armée française à Sedan, la surprise est totale. Pire encore, le dispositif de défense français dans son secteur est totalement incohérent. À Sedan, le 10e corps français devrait être renforcé en cas d'attaque par une division de réserve, la 71e. Or, le 10 mai au matin, aucun ordre d'alerte n'étant parvenu, cette division se trouve à 60 km de la position qu'elle devrait occuper. Le 13 mai, après avoir franchi l'obstacle des forêts ardennaises, l'attaque allemande débouche sur un dispositif en pleine réorganisation qui est facilement rompu. La situation devient vite gravissime. Les réserves sont quasi inexistantes. La tactique des Allemands semble fonctionner à merveille, d'autant que les fantassins français découvrent le pouvoir de destruction sans pareil du chasseur bombardier Junker Ju 87, Stuka. Armé de 3 mitrailleuses d'un calibre de 7,92 mm, larguant avec une grande précision jusqu'à 500 kg de bombes, le Junker Ju 87 est surtout connu pour les sirènes mécaniques fixées sur le train d'atterrissage non rétractable de l'appareil et produisant un son strident lors des attaques en piqué. Le lieutenant Michard de la 55e division d'infanterie écrit « Le fracas des explosions maintenant domine tout. Plus une autre sensation n'existe. Bruit hallucinant de la torpille dont le sifflement grossit, s'approche, se prolonge.
On se sent personnellement visé. On attend les muscles raidis. Nous sommes là, immobiles, silencieux, le dos courbé, tassés sur nous-mêmes, la bouche ouverte pour ne pas avoir le tympan crevé. L'abri oscille. Les bombes sont de tous les calibres. Les petites sont lâchées par paquets. Les grosses ne sifflent pas en tombant. Elles imitent à s'y méprendre le grondement d'un train qui approche. Les Stukas se joignent aux bombardiers lourds. Le bruit de sirène de l'avion qui pique vrille l'oreille millénaire à nu. Il vous prend l'envie de hurler. Les avions français semblent totalement absents du ciel. Pourtant, début mai 1940, l'aviation française alignait 100 chasseurs biplaces Potez 63, 150 bombardiers, 450 appareils de reconnaissance, 600 chasseurs monoplaces rapides et bien équipés comme le Morane Saunier 406, le Block MB 151 et surtout le Dewatine 520. Sans doute le meilleur appareil de l'armée de l'air française, doté d'un moteur Hispano-Suiza 12 cylindres en V, développant une puissance de 935 chevaux, le Dewatine D520, d'une envergure de plus de 10 mètres et long de 8,75 m, se déplace à une vitesse de 540 km/h. Son plafond est de 11 000 mètres et son rayon d'action de 1250 km. Il est équipé d'un canon Hispano-Suiza de 20 mm, doté de 60 obus placés dans le nez, et de 4 mitrailleuses d'un calibre de 7,5 mm. Un excellent appareil, très mal employé. Romain Lebourg a étudié l'aviation française au cours de la campagne de France de 1940. Quelles sont les doctrines d'emploi de l'aviation française et de l'aviation allemande, et est-ce que ces doctrines sont radicalement différentes? Alors au niveau des doctrines, on a un point de similitude qui est que les deux aviations doivent soutenir ce qui se passe à terre. Maintenant, si on va un peu plus dans le détail, l'armée allemande, elle est vraiment taillée pour cette guerre et elle intervient vraiment en soutien, alors que l'aviation française, elle, n'a pas forcément les appareils prévus pour, et surtout, elle ne va pas envoyer ses bombardiers sur le champ de bataille, ils vont toujours opérer derrière les lignes. Mais cette différence de doctrine d'emploi va aussi faire la différence sur le terrain, je suppose. Ah bah tout à fait, puisque quand vous avez des bombardiers qui peuvent détruire les objectifs qui vous gênent, c'est un plus par rapport au moment où vous devez simplement compter sur l'artillerie et donc aussi sur vos propres liaisons pour joindre l'artillerie au moment voulu. Ça signifie que, d'une certaine manière, est-ce que les Allemands sont plus rapides à employer leur aviation que les Français? Les Allemands sont beaucoup plus rapides à employer leur aviation parce que les Allemands mènent une guerre où l'atout majeur c'est la rapidité, alors que les Français restent plutôt dans un rythme très pépère, surtout au niveau vraiment de la transmission d'informations, et c'est là que le bas blesse. Finalement, on pourrait presque se dire que les deux doctrines sont différentes. On a une doctrine d'emploi qui est une doctrine très offensive du côté allemand et qui reste, y compris au niveau de l'aviation, très défensive du côté français. Ah bah totalement, l'aviation française pour l'armée de terre c'est un parapluie, vraiment. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on ouvre quand on a besoin et puis quand on n'a pas besoin, on referme. Alors que l'aviation allemande, effectivement, est dans cette stratégie offensive, vous avez tout à fait raison là-dessus. Et le système d'attaque combiné des Allemands fonctionne à merveille. Dans le secteur de Sedan, les officiers essaient de réorganiser des unités en fuite sous les bombardements des Stukas, mais les nouvelles du front restent confuses. Les rumeurs vont bon train. Certains voient déjà des chars sur la rive gauche de la Meuse, alors qu'ils n'y seront qu'à 6 h du matin, le 14 mai. Les deux divisions d'infanterie, la 71e et la 55e, refluent vers l'arrière, plus ou moins en débandade. Impossible de reformer une seconde ligne de défense. Sedan est à portée des troupes du Reich. Pourtant, le général Hutzinger semble tout ignorer de ce qui se passe dans son secteur, alors même que les pionniers et les groupes d'assaut ennemis sont en train de franchir la Meuse. Pire encore, ce n'est que vers 21 h, ce 13 mai 1940, que le général Georges, adjoint de Gamelin, lui annonce qu'il s'est produit un pépin assez sérieux à Sedan. À propos de cette percée, le 14 mai, le généralissime Gamelin déclare « Ce n'est qu'un intermède localisé ». Encore plus fou, au cours de la nuit du 13 au 14 mai, le général Hutzinger a fait déménager son poste de commandement vers le sud de Verdun.
Il se trouve désormais à plus de 80 km de Sedan, alors que toutes les lignes téléphoniques ont été coupées, que la Luftwaffe pilonne les routes sans relâche et que ces hommes se font tailler en pièces. Jean-Gabriel, comment expliquer que les Allemands se soient emparés aussi facilement de Sedan? Alors pour te répondre, il faudrait étudier 3 points. Le personnel, le matériel et la préparation du terrain. La 55e division d'infanterie du général Lafontaine, qui tient le secteur de Sedan, sur l'aspect du personnel, est composée de réservistes de classe plutôt âgée, donc des hommes dont le service militaire et la formation sont assez lointaines, de cadres, notamment d'officiers qui sont en grande majorité des réservistes. Il n'y a que 4% d'officiers d'actifs, donc la grande majorité n'ont jamais connu le feu. Sur l'aspect matériel, il manque de tout. Ils n'ont pas le matériel topographique nécessaire pour préparer le terrain, ils n'ont pas les canons anti-chars nécessaires pour recevoir une division de blindés allemande. Ils en ont 12 au lieu de 48. Les mines anti-chars ont été démontées à la fin de l'hiver parce qu'elles ont été oxydées et elles n'ont pas encore été remontées. Les 450 mines sont dans un dépôt au moment de l'assaut allemand. Et au niveau de la préparation du terrain, c'est encore plus catastrophique. On n'a que quelques blocs, de petites casemates, il y en a une soixantaine qui ont été construites. Elles ont été construites par de la main-d'œuvre ouvrière, elles ont été mal installées, avec un plan de feu qui n'est pas cohérent, il n'y a pas de protection à l'arrière, elles ne se couvrent pas les unes les autres. La plupart ont été terminées peu de temps avant l'offensive allemande, donc elles n'ont pas été camouflées. On a donc un béton bien étincelant qui sort bien du terrain, donc qui est bien visible par les Allemands. La plupart des armes qui devaient équiper ces casemates n'ont pas été fournies, donc c'est la division qui fournit ces rares armes anti-chars dans ces casemates. Il n'y a pas de porte blindées dans les casemates, il n'y a pas de créneaux blindés, les réseaux de barbelés ne sont pas ou sont pas faits ou sont insuffisants. Les fossés anti-chars qui ont été creusés sont pas assez profonds et surtout ont été en partie rebouchés par les intempéries de l'hiver. Donc le terrain n'est clairement pas prêt non plus. Il n'avait pas ce qu'il fallait pour recevoir une division Panzer face à eux. À 13 h, le 14 mai 1940, ce ne sont pas moins de 600 blindés qui atteignent la rive ouest de la Meuse. Le flot semble inarrêtable et les chars allemands ne se sont pas déplacés seuls. 303 pièces de DCA ont été acheminées dans le secteur. Elles font un carnage. En 1 heure, la Royal Air Force perd 40 des 71 appareils engagés. Le 14 mai au soir, 60 000 hommes et 22 000 véhicules, dont 767 chars, ont franchi la Meuse. La ville de Sedan tombe aux mains des Allemands. Partout, les Français se défendent comme des lions. Les faits d'armes des troupes françaises, coloniales souvent, sont nombreux et en général oubliés des livres d'histoire. En Belgique, à Hanut, du 12 au 14 mai, les chars Saumur S-35 du général Priou détruisent 164 Panzers. À Gambloux, du 14 au 15 mai, les tirailleurs marocains repoussent tous les assauts allemands avant de se replier faute de munitions. À Flavion, le 15 mai, les chars B1 bis de la première DCR contre-attaquent en vain, faute de carburant. La route de Bruxelles est désormais ouverte. Le dispositif allié en Belgique a littéralement éclaté. Le 15 mai encore, sur les bords de la Meuse, à La Horgne, une brigade de spahis nord-africains tente pendant 10 heures de freiner l'avancée allemande avant de se rendre, totalement épuisée et à court de munitions. Mais tout l'héroïsme et tout le courage du monde ne suffisent pas à faire oublier que ces hommes ont été sacrifiés, jetés dans un chaudron ardent, sans aucune considération. Ce 15 mai à l'aube, 5 jours après le début de l'offensive allemande, le président du Conseil français, Paul Reynaud, est déjà désespéré. À Churchill, tout nouveau Premier ministre du gouvernement de Sa Gracieuse Majesté, il télégraphie « La contre-attaque menée contre les Allemands à Sedan a échoué. La route de Paris est ouverte. La bataille est perdue. » Pourtant, la campagne de France est loin d'être terminée. Incrédule, Churchill se précipite à Paris. Il y arrive le 16. À Gamelin, il demande « Où est la masse de manœuvre? Où sont les réserves en hommes mobilisables ?» Gamelin hausse les épaules. Il n'y a plus de réserve. La 7e armée du général Giraud, initialement prévue pour jouer ce rôle, reflue depuis la Hollande. Dans ses mémoires, Churchill, encore stupéfait, écrira « Je dois avouer que ce fut une des plus grandes surprises de mon existence. »
Churchill espère toujours une stabilisation du front et une riposte française. Il se trompe. Le 17 mai, les Pays-Bas capitulent. Dans le nord, la 9e armée française agonise. Des 4 divisions de chars dont dispose la France, 3 ont déjà été décimées. Si la 4e est encore intacte, c'est qu'elle n'est pas encore prête. Les plans de l'état-major prévoyaient sa création pour le 15 mai 1940. Le chef de cette division, le colonel de Gaulle, a depuis le milieu des années 30 tenté de sensibiliser militaires et politiques sur l'emploi de l'arme blindée. En vain. À la mi-mai, il tente de regrouper sa division cuirassée pour lancer une contre-offensive sur le flanc des panzers de Guderian. Le 17 mai, il se lance à l'assaut des forces allemandes à Montcornet puis à Crécy-sur-Serre le 19. Mais ces chars ne sont pas totalement équipés. Les hommes manquent de tout, de vivres, de munitions, d'appui d'artillerie, de soutien d'infanterie. Et pourtant, ils vont se battre jusqu'au bout. Le destin tragique des hommes de la Ferté résume à lui seul cette campagne de France. Le 14 mai, sur ordre du général Hutzinger, les troupes françaises évacuent le secteur en abandonnant une grande partie de leur matériel et de leur armement. Désormais, les 106 hommes de l'ouvrage sont seuls, privés de troupes d'intervalle et d'artillerie de soutien. Le 16 mai, les Allemands montent à l'assaut. C'est donc ici que se termine la bataille, puisque une fois que les garnisons des 2 blocs ont été chassées des superstructures, ils viennent se réfugier ici. L'impression de sécurité est fausse, puisque bientôt, les sas qui devaient les protéger d'une éventuelle intrusion des fumées sautent ou sont détériorés. Ainsi, on se retrouve dans cette galerie avec une très forte fumée très toxique qui force les soldats à mettre leur masque à gaz. Et les premiers cas d'asphyxie au monoxyde de carbone interviennent. Les hommes sont pris ici, ils sont comme asphyxiés. Ils sont piégés, asphyxiés, le doute s'installe dans leur tête sur le fait qu'ils puissent arriver à se sortir de cette situation. Bourguignon, comprenant le danger, lui par contre va demander à plusieurs occasions l'intervention de ses supérieurs afin de l'autoriser à évacuer son équipage. Et cette autorisation lui sera refusée à plusieurs occasions. Ainsi, au bout de quelques temps, après la chute du bloc 1, les 105 soldats qui se sont réfugiés dans la galerie commencent à halter sous leur masque. Le nombre grandissant de corps va s'accumuler et s'amonceler dans la galerie. Le dernier appel téléphonique sera envoyé à 5h39 du matin. Après, on n'aura plus jamais de nouvelles d'un membre de l'équipage de la Ferté. Et le lieutenant Bourguignon lui-même? Le lieutenant Bourguignon reste à son poste durant tous les combats, puisque le règlement l'y oblige. Sera retrouvé dans sa chambre, le masque à gaz posé à côté de lui, et mort dans les mêmes conditions que ses hommes. Finalement, est-ce qu'on ne peut pas considérer que cet ouvrage de la Ferté est assez symbolique de ce gâchis de mai 1940? Je pense qu'on peut aller dans cette voie. C'est le même scénario à plus petite échelle. La dualité entre les généraux, la mésentente, le manque de transmission, le manque de coordination dans les actions offensives et défensives. Tous ces facteurs vont aggraver une situation que les Français ne vont jamais maîtriser, aussi bien au niveau des généraux qu'au niveau plus bas de l'échelle, comme le lieutenant Bourguignon. Le 19 mai, 9 jours seulement après le début de l'offensive, le général Gamelin est démis de ses fonctions. Reynaud a décidé de le remplacer par le général Weygand, un officier de 73 ans qui est alors très loin puisqu'il est en poste en Syrie. Il va lui falloir 3 jours pour décider d'un plan et ce sera finalement le même que Gamelin. Le problème, c'est que rien ne semble pouvoir arrêter les soldats de la Wehrmacht. Alors que les Français parcourent 40 km en une journée, les Panzers progressent de 40 km par heure. À Stone, du 14 au 24 mai, les Français bloquent une partie de l'offensive allemande. Mais ce n'est pas suffisant, car le 20 mai, la 7e division de Panzer de Rommel atteint le sud d'Arras. À 14 h, les Allemands sont devant Abbeville, dont ils s'emparent puis atteignent la côte à 20 h. Le 24 mai, les Panzers débordent Arras et atteignent Saint-Omer.
le même jour, Boulogne-sur-Mer tombe. 46 divisions alliées sont désormais encerclées, 1 million d'hommes. Il ne restera bientôt plus qu'un port pour rembarquer, Dunkerque. Le 21 mai, Lord Gort, chef du corps expéditionnaire britannique, a déjà essayé de rétablir les lignes de communication avec les lignes françaises accrochées sur la Somme. Il a lancé les 4e et 7e bataillons du Royal Tank Regiment, ainsi que la 3e division légère mécanisée française, fortement amoindrie. Les unités allemandes sont d'abord surprises par la résistance des chars alliés. Une soixantaine de chars français Hotchkiss et Saumur, et une centaine de tanks britanniques, dont une petite vingtaine de Matida Mark II. Un char d'assaut de 24 tonnes, dont l'épaisseur du blindage frontal, 78 mm, dépasse celle de tous ses adversaires, mais dont la puissance de feu, un canon de 40 mm, s'avère vite insuffisante. Les forces allemandes sont si secouées que Rommel est persuadé d'être attaqué par 5 divisions. Au cours de la seule journée du 21 mai, il perd 400 hommes et une vingtaine de blindés. Mais, une fois encore, la contre-attaque est stoppée par le feu des canons antiaériens de 88 mm et par l'intervention d'une escadrille de Stuka. Dépourvus de soutien aérien, incapables de tenir le terrain conquis faute de renforts, les Alliés doivent se replier. L'échec de la contre-offensive sur Arras achève de convaincre Lord Gort qu'il n'y a plus qu'une seule issue possible pour le corps expéditionnaire britannique, se replier au plus vite sur Dunkerque pour rembarquer. Il suffirait alors à la Wehrmacht de pousser son avance pour réduire à néant ses ennemis. Mais le Führer va prendre une décision surprenante. Le 24 mai, Adolf Hitler, assez bizarrement, fait arrêter ses troupes qui pourraient écraser le corps expéditionnaire britannique et l'armée française dans la poche de Dunkerque. Comment expliquer cet arrêt ? Alors en fait, Hitler, son obsession, ce n'est pas d'écraser la France ou la Grande-Bretagne immédiatement. On l'a dit, le début de la guerre pour lui est plutôt une surprise. Son obsession, c'est l'Union soviétique, la croisade contre le bolchevisme et la création d'un espace vital à l'Est pour le peuple allemand. Donc il est dans des dispositions de faire une paix sur une victoire, on va dire, à moitié gagnée, une victoire partielle contre les Occidentaux, pour peu qu'il puisse ensuite retourner son armée sur son objectif principal. Et donc, pendant 3 jours, il va laisser la diplomatie jouer son rôle. Le 24 mai, à Londres, le War Office ordonne le retrait du matériel lourd à partir du Havre. 2 jours plus tard, le 26 mai, à 18h57, le gouvernement britannique lance l'opération Dynamo, l'évacuation par la mer des troupes bloquées à Dunkerque. Lord Gort a reçu l'ordre de ne pas informer les généraux français du début de l'évacuation. De son côté, le général Weygand veut gagner du temps pour établir un front défensif échelonné en profondeur. Il envisage de mettre en place des camps retranchés, des hérissons. Ces points fortifiés permettent de mobiliser les forces de l'assaillant sur plusieurs positions très bien défendues et de contre-attaquer sur le flanc des unités contournant ces zones de résistance en les coupant de leurs éléments de soutien. Cette défense en hérisson doit permettre aux Alliés le maintien d'un corridor d'une centaine de kilomètres de long reliant la région de Lille à Dunkerque. Au 25 mai, la ligne de front part de Gravelines, passe par Saint-Omer, Béthune, Bouchain, Roubaix et va jusqu'à la région de Bruges. Le gros des forces franco-britanniques occupe la zone sud. Au nord, l'armée belge est retranchée derrière la Lys. Mais ces lignes craquent. Les Belges sont incapables de passer à l'offensive. Pire encore, leur front est enfoncé en plusieurs points par les coups de boutoir de la 6e armée allemande. Les Belges n'ont plus de réserve. Si leur front s'effondre, le corps expéditionnaire britannique sera menacé sur son flanc et ses possibilités de repli vers Dunkerque, dans le cadre d'un éventuel rembarquement, seront considérablement réduites. Le 27 mai, les Panzers repartent à l'assaut. Ils ne sont plus qu'à 8 km de Dunkerque et pilonnent la ville. Après des jours de lutte acharnée, le 28 mai, les Belges capitulent. 6 divisions françaises de la première armée sont encerclées dans l'île, qu'elles vont défendre âprement jusqu'au 31 mai. La poche de Dunkerque s'étend de Nieuport à Gravelines. Elle n'est plus qu'un petit réduit dans lequel 400 000 soldats alliés sont coincés.
7 divisions françaises vont y combattre, jusqu'à l'épuisement de leurs munitions, clouant sur place les forces adverses et retardant l'assaut final sur Dunkerque. Le 4 juin, à 3h30 du matin, l'opération Dynamo s'achève. Près de 340 000 soldats ont été évacués, dont plus de 200 000 Britanniques. 250 navires sur les 860 engagés au cours de l'opération ont été coulés. Dans la matinée, les troupes allemandes pénètrent dans Dunkerque et font prisonniers les 35 000 soldats français qui ont protégé l'évacuation jusqu'au dernier moment et n'ont pas pu être embarqués. Ces hommes, sans armes lourdes, qui se sont battus à 1 contre 10, voire 1 contre 30 dans certains secteurs, ont permis le miracle de Dunkerque. Mais les Alliés viennent de perdre 1 200 000 hommes, dont beaucoup de prisonniers et des tonnes de matériel. Plus de 10 000 soldats de la Wehrmacht sont morts, malgré l'avancée stupéfiante des Panzers. Sylvain, la progression rapide des troupes allemandes est-elle le résultat de cette doctrine, le Blitzkrieg, la guerre éclair, que l'on invoque souvent pour expliquer la défaite française du mois de mai 1940 ? Alors en fait, la Blitzkrieg en 1940, finalement, les historiens se rendent compte aujourd'hui que c'est un mythe. Certes, la Wehrmacht possède avec ses 10 Panzerdivisionen les moyens de faire une rupture rapide du front. Le système interarmes à l'intérieur des unités, avec la Luftwaffe et l'appui aérien des Stuka, tout ça fonctionne effectivement très bien, mais ne fonctionne que pour ces unités-là et que pour un temps donné. Et donc aujourd'hui, on considère que effectivement, les Allemands sont capables de rompre le front, de se répandre sur les arrières adverses, mais ça se limite à ça. Et c'est surtout une grande surprise. Une surprise qui a bien voulu avaler le quartier général français. Les services de renseignement avaient fait le travail, mais c'est surtout une surprise tactique sur les moyens qui sont employés pour sidérer l'adversaire et ensuite progresser. Mais on n'est pas encore au niveau d'une pensée sur l'exploitation dans la profondeur. Et finalement, même en 1941 contre l'Union soviétique, l'armée allemande ne sera toujours pas prête à mettre en œuvre cette fameuse Blitzkrieg. Le 5 juin, Paul Reynaud se débarrasse enfin de Daladier, son ministre de la guerre, et nomme le général de Gaulle sous-secrétaire d'État à la guerre. Il veut durcir son cabinet car de nombreux généraux et ministres parlent depuis longtemps de cesser le combat. C'est qu'après la chute de Dunkerque, l'offensive allemande a repris. C'est la deuxième phase du plan jaune, la curée. Le 5 juin, Rommel et la 7e Panzer se trouvent dans la région de Flexicourt et Bourdon. Le 6 juin, la 7e armée résiste, mais la 10e armée française est coupée en deux. Le 7 juin, Rommel s'empare de Rouen. Le 9, il atteint la Seine. La ligne française recule. Le 10 juin au matin, les engins de reconnaissance de la Wehrmacht sont en vue de la Manche, aux Petites Dalles. 50 000 soldats alliés sont encerclés. Ils espèrent rembarquer à partir des ports de Saint-Valery et Dieppe, en vain. Au cours de cette folle cavalcade, les Allemands capturent 12 généraux, dont le général Giraud, patron de la 7e armée, 46 000 hommes, 100 canons, 58 chars et 1000 camions. À partir du 10 juin, la guerre est virtuellement terminée. Le gouvernement quitte Paris pour se réfugier à Bordeaux. L'armée française est en retraite sur toute la largeur du territoire. Toutes les divisions sont désorganisées et mélangées à des milliers de réfugiés. Le même jour, Mussolini vole au secours de la victoire. Il déclare la guerre à la France et attaque dans les Alpes. Mal lui en prend. Pendant près de 15 jours, les 185 000 Français du général Ollery vont faire face à 300 000 Italiens auxquels ils infligent des pertes très lourdes, sans céder un pouce de terrain. Le 12 juin, le général Weygand annonce en Conseil des ministres que la guerre est perdue. Et il dit même, ce sont ces mots, qu'il faut demander la fin des hostilités. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Alors, le général Weygand était déjà prêt à faire la même chose aux alentours du 25 mai. Il était déjà prêt à offrir l'armistice. Il avait d'ailleurs demandé à De Gaulle de sauver l'honneur avec les opérations à Montcornet, Crécy-sur-Serre. Donc on a une partie effectivement du Conseil des ministres qui est favorable à s'entendre avec les Allemands et à signer l'armistice. Mais la situation militaire, quand on l'étudie de très près, est assez différente.
Et effectivement, la France n'a plus que 71 divisions sur le papier qui sont capables de se battre, mais elle a encore sa marine qui est complètement intacte. La Royal Air Force a gardé des réserves, la Royal Navy est encore intacte elle aussi. Et puis surtout, la France peut s'appuyer sur son empire. L'empire qui était vanté dans les films de propagande. Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts, parce que l'empire nous offre une profondeur stratégique que seule la Grande-Bretagne a comme la France, qui peut nous permettre, notamment à travers l'Afrique du Nord, de poursuivre la lutte. Et si le gouvernement l'avait voulu, si le gouvernement avait écouté un homme comme De Gaulle ou Mandel, on aurait pu continuer cette lutte depuis l'Empire, quitte à sacrifier une partie de la métropole. Le 13 juin, les Allemands forcent la Basse-Seine et débordent Paris. Ils prennent alors la route de la Bretagne et de Cherbourg, où les Anglais rembarquent le 18 juin. La garnison se rend le lendemain. Plus à l'est, la 12e armée et Guderian avancent également très vite. Chaumont est pris le 14 juin, Besançon et Vesoul le 16. La frontière suisse est atteinte le 17. Les Français du groupe d'armée numéro 2 sont isolés dans les Vosges, attaqués par le groupe d'armée C depuis la Sarre. Au centre, malgré la résistance sur les ponts de Saumur, la Seine et la Loire sont rapidement franchies. Le 14 juin à l'aube, les Allemands sont rentrés dans Paris, déclarée ville ouverte. À Bordeaux, c'est la confusion. Le gouvernement est divisé. Depuis plusieurs jours, deux camps s'affrontent. Pétain et Weygand exigent l'armistice. Le président du Conseil, Paul Reynaud, et le général de Gaulle souhaitent poursuivre la lutte depuis l'Afrique du Nord. Le 16 juin, Paul Reynaud démissionne. En annonçant le 17 juin, alors même qu'il vient d'être investi, son intention de demander un armistice, le maréchal Pétain pousse des centaines de milliers de soldats à l'abandon et au renoncement. Sur les 1 500 000 prisonniers français, 1 100 000 sont capturés entre le 18 et le 25 juin. En 6 semaines de lutte, les Français ont perdu 5 000 hommes par jour, un chiffre effarant, digne des pires pertes du premier conflit. Mais le courage des Français n'est pas en cause. Les forces du Reich accusent 47 000 tués dans la même période. La campagne de France est loin, très loin, d'avoir été une balade de santé pour la Wehrmacht. La France sera le seul des pays vaincus dont le gouvernement va accepter de traiter avec l'ennemi, rompant ainsi avec les accords passés avec son allié britannique. Belges et Néerlandais se réfugient à Londres pour poursuivre la lutte. Le 22 juin, un général français signe l'armistice dans la clairière de Rotonde, selon une mise en scène établie par les Allemands. C'est Charles Hutzinger, le commandant de la 2e armée à Sedan. Nommé ministre de la guerre dans le gouvernement de Vichy le 6 septembre 1940, il sera, le 3 octobre de la même année, l'un des signataires de la loi portant sur le statut des Juifs. Hitler peut jubiler. Au général Keitel, il lance « Maintenant, nous avons montré ce dont nous sommes capables. En comparaison, une campagne contre la Russie ne serait que de la stratégie de chambre. La Seconde Guerre mondiale ne fait que commencer. »